Tu te rappelles Alix? Je ne ferai pas le gag des adaptations. Pourquoi? Parce que ce serait tiré sur une ambulance. Alix, la série animée, pour la voir, il vaut mieux ne pas avoir trop lu la série de BD dont elle est adaptée. Ou alors les avoir lus il y a longtemps et ne plus trop se rappeler comment c'est exactement. Parce qu'on a beau essayer d'être indulgent, essayer d'admettre qu'il y a eu des contraintes de support, de public, d'époque, le résultat c'est quand même que l'adaptation fait assez pâle figure à côté de l'œuvre d'origine. Ce qui est vraiment triste pour une adaptation. Allons donc, on a quand même passé un bon moment devant. Oui, c'est toujours les mêmes histoires et elles sont bonnes, les mêmes personnages et ils sont sympathiques. Et puis la série a quand même des trucs à elle qui fait que ça valait la peine qu'elle existe. Mais je l'ai sans doute pas appréciée autant qu'elle le méritait, du fait que j'ai passé pas mal de temps de visionnage à me dire « Mais attends, les événements avaient l'air beaucoup moins expédiés quand j'ai lu l'album, et les relations, elles avaient l'air plus développées, et les situations, elles étaient plus compréhensibles. » C'est le cas? Oui et non. En fait, la faute principale du dessin animé Alix, c'est la bonne action principale du dessin animé Blake et Mortimer. À l'instar de Blake et Mortimer, la série animée Alix a supprimé la narration. Et au contraire de ce qui se passe dans Blake et Mortimer, ça manque. Ça manque vraiment. Je suis pas sûr que ce soit uniquement une question de narration. Les histoires qu'on nous raconte sont très denses, mettant parfois en scène des situations géopolitiques très complexes, livrant au passage une foultitude d'informations pas toujours très digestes sur la vie quotidienne dans l'Antiquité, et ce avec le style narratif typique des BD franco-belges avec lequel, personnellement, j'ai toujours eu des difficultés. J'aurai l'occasion d'y revenir. En tout cas, les albums d'Alix auraient gagné à être racontés en 40 minutes plutôt qu'en 20. Pourquoi ne pas avoir fait comme Tintin, ou d'ailleurs Blake et Mortimer? Ça s'est fait pour certains, mais le faire pour tous aurait impliqué de faire 2 fois plus d'épisodes que d'albums, car les 19 albums de Jacques Martin seuls ont tous été adaptés. Il y a une chose qui semble assez claire au visionnage de la série, c'est qu'elle n'a pas eu un très gros budget. La série n'est pas franchement au top sur le plan technique. Et pourtant, je suis loin d'être la plus regardante de ce point de vue-là. Tu y reviendras. Pour l'instant, présente-nous un peu le synopsis. Le quoi? C'est l'adaptation d'une BD franco-belge. Il n'y a pas d'autre synopsis que un certain héros vit un certain nombre d'aventures. Ici, les aventures ont lieu dans le contexte de la Rome antique. Et allez, je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Si tu y tiens... Alix est un jeune esclave d'origine gauloise qui a grandi à bord d'un navire marchand et a servi dans plusieurs pays d'Europe avant d'atterrir dans un palais assyrien, ce qui lui vaut de parler couramment à peu près toutes les langues connues de l'époque, ce qui est bien pratique quand on est destiné à vivre un tas d'aventures aux 4 coins du monde. Lors de la prise du palais en question par les Romains à la solde de Crassus, il est laissé pour mort par les assaillants, prend la fuite, voyage, vit quelques mésaventures, est adopté par un riche dignitaire romain, perd son père adoptif, apprend le nom de sa famille biologique, rentre en Gaule juste au moment de la défaite de Vercingétorix à Alésia, rend la justice dans son village, nomme son cousin chef, entre au service de César pour qui il exécute plusieurs missions, adopte un jeune Égyptien, Énaque, puis un jeune Spartiate, Héraclion, visite l'Égypte, la Grèce, la Gaule, l'Afrique, la Chine, et même, je déconne pas, la Polynésie. La Polynésie dans l'Antiquité? Allez, regarde-moi cette île. C'est en Polynésie, c'est sûr. Oui bon, il va partout quoi. Ben oui, un certain héros qui vit un certain nombre d'aventures, dans un certain contexte, ici la Rome antique. C'est une BD franco-belge. Ça se voit. Je savais que j'aurais l'occasion d'y revenir. Que ce soit Tintin, Blake et Mortimer, Alix, et même, je dirais, la première série Spirou, même si c'est dans une moindre mesure, quoi que tu puisses dire concernant le changement d'état d'esprit au moment de l'adaptation, le style BD franco-belge, je le reconnais en elle à des kilomètres. Je dois faire une confession. Je crois être une personne raisonnablement intelligente. Mais devant une BD franco-belge ou une adaptation de BD franco-belge, je me sens stupide. Il y a quelque chose dans leur style narratif qui me revient pas. J'ai toujours un mal fou à comprendre l'intrigue, ça me demande une concentration invraisemblable. Tu trouves les événements décousus? C'est parce que tu cherches trop loin. Les histoires sont avant tout des enchaînements de péripéties qui permettent aux héros, généralement relativement sobres par ailleurs, de s'illustrer. Non, c'est pas que je trouve ça décousu, c'est qu'il y a un million de détails et j'arrive pas à voir les intrigues comme un simple enchaînement de péripéties. Que ce soit en termes de dessin ou sur le fond, ces BD sont à des kilomètres au-dessus de ce qui se faisait aux États-Unis à la même époque. Ce côté très soigné et très abouti m'oblige à prendre les détails les plus anecdotiques au sérieux et je me noie dedans. Tu as le même problème quand tu lis du Zola? Non, pas du tout. Et j'appréciais ces éléments de complexité dans Michel Strogoff, alors qu'ils me perdent dans Alix. Ce style BD franco-belge se distingue à mes yeux par un cocktail explosif de profondeur et de surabondance de détails périphériques à l'intrigue. Ne serait-ce que... Tiens, truc typique. Le héros a toujours besoin de rencontrer immédiatement un million de personnages avec des noms à coucher dehors et des caractères hauts en couleur dès qu'il arrive quelque part. Mais non! Mais si! Tu as raison, Marcus, mon imagination s'échauffe. Avec tout ça, Petron, cette fête, tu vas la remettre? Ah, trop tard, celui-là. Et systématiquement, dès qu'on croit avoir compris quelque chose avec les personnages qu'on nous a présentés, il y a l'excentrique sorti de nulle part qui vient se greffer à l'intrigue et psalmodie des choses incompréhensibles. Mais non,
il n'y a pas systématiquement l'excentrique sorti de nulle part qui psalmodie des choses incompréhensibles. Ah oui? Attends, si je prends un épisode au hasard, genre Le Prince du Nil, bim! L'épisode sur la Chine, bim! Carthage, bim! Delphes. Bon, on pouvait pas passer par Delphes sans mettre la pitié, mais bim quand même. Ah, y a pas dans les 2 derniers épisodes de la série. Autant pour moi, c'est pas dans toutes les BD franco-belges. Quoi, j'ai dit quelque chose? Les 2 derniers épisodes de la série sont inédits. À l'instar des 4 épisodes inédits de Blake et Mortimer. Ah oui? Je l'avais pas remarqué. Les scénaristes ont bien capté l'esprit du truc. On ne sent pas de rupture stylistique entre les épisodes adaptés et les épisodes inédits. Tu trouves? On pourrait se dire que l'avant-dernier épisode est plus enfantin que les 24 précédents avec son histoire de lion, qui se dévoue corps et âme au héros après qu'ils l'ont soigné d'une petite blessure. Mais non seulement c'est pas la première fois que la série donne un rôle important à des animaux, et en plus, parallèlement à cette histoire très enfantine de lion, l'épisode transforme la guerre de Troie en histoire pas enfantine du tout de taxation des routes commerciales, ce que ne faisait pas l'autre épisode sur la guerre de Troie, qui lui était adapté d'un album. Cet impôt augmenta tellement qu'il provoqua la fameuse guerre de Troie. Mais bon, ce qui est le plus frappant, c'est pas qu'on parle de taxation des routes commerciales, c'est qu'on en parle de la même manière qu'on parle de tous les autres sujets dans tous les autres épisodes. Rapidement. Le plan de la fille pour tuer son père dans cet avant-dernier épisode est au mieux implicite, si on admet qu'elle a fait exprès de faire monter les prix pour que Rome réagisse, et au pire assez bizarre, si on considère qu'elle ne fait que réagir aux événements. Et la mise en scène est expédiée comme dans les autres épisodes, alors que cette fois-ci, il n'y a pas de version originale plus explicite. Je t'ai dit, la BD n'est pas plus explicite à proprement parler, elle est juste soutenue par des narrations qui, elles, le sont. Ça ne change rien. On pouvait penser que les épisodes étaient expéditifs pour la même raison que Le Dernier Maître de l'Air de M. Night Shyamalan. Parce que quand on résume quelque chose, on a du mal à se sortir de la tête la connaissance implicite qu'on a de l'histoire complète, et on ne se rend pas compte que ce qui nous semble aller de soi ne va pas de soi. Le résumé nous paraît clair parce qu'on sait ce qu'il résume, et on ne prend pas conscience qu'il n'est pas clair pour quelqu'un qui n'a accès qu'au résumé. Or, Le Lion de Nabaté n'est pas un résumé, c'est l'histoire complète. À moins d'imaginer qu'ils ont écrit une BD avec narration en guise de storyboard, ça signifie que le caractère expéditif du dessin animé Alix n'est pas dû au fait que les auteurs peinaient à prendre du recul par rapport à ce qu'ils adaptaient, mais que c'est juste le style de la série. Pour la rapidité, ok. En fait, pour l'épisode du lion, ok, c'est pas celui-là qui me pose problème. Je trouve l'épisode suivant, celui des Atlantes, un peu... Bon, c'est vrai qu'il y a de la magie et de la science de comics dans Alix, mais... pas à ce point. Pas au point d'éclairer les couloirs atlantes à la lumière électrique. C'est pas pire que de mettre en scène des savants grecs qui décident d'arrêter leurs recherches parce qu'ils sont à 2 doigts d'inventer la bombe atomique. C'est moins discret, on a moins le choix de l'ignorer. Je trouve pas. Ça me paraît pas pire que la dynamite d'Orahan. Moi, je trouve ça différent. L'épisode des Atlantes d'Alix me fait davantage l'impression que me faisait celui de l'île de Pâques dans Blake et Mortimer. Mais bon, puisqu'on en parle... Oui, il y a de la magie dans les BD Alix. C'est surprenant étant donné leur vocation éducative. D'ailleurs, sans doute à cause de leur volonté éducative, c'est discret et souvent sujet à interprétation. La plupart du temps, on peut supposer qu'il y a une explication rationnelle inconnue aux événements. La plupart du temps. Et encore, ce que Jacques Martin entend par rationnel, c'est qu'il suffit de dire qu'on a inversé la polarité quantique radioactive du nexus génétique pour qu'on comprenne que c'est pas magique. Version années 50-60, donc avec plus de radiation et moins de génétique, mais quand même. Moi, ce qui m'a étonné, c'est le rapport particulier que la série a au mythe. Dans l'univers d'Alix, on considère la guerre de Troie de l'Iliade comme un fait historique, dans sa version mythique, puisque le fameux cheval a même été retrouvé, mais l'idée que les Romains soient les descendants des Troyens comme le prétend l'Énéide est totalement ignorée. Alix se passe avant l'écriture de l'Énéide. Donc on considère sans doute que les mythes plus anciens sont vrais, tandis que les mythes à venir seront de la propagande. Et est-ce que tu comptes dans la magie le fait que le hasard joue souvent en faveur des héros? C'est plus typique des récits d'aventure un peu anciens que de la BD franco-belge. On en parlait dans la vidéo sur les voyages extraordinaires de Jules Verne. Aujourd'hui, chacun sait que les imprévus doivent toujours être en la défaveur du héros, faute de quoi son mérite en serait diminué. Mais avant qu'on invente les critiques internet pour faire peur aux auteurs, ceux-ci utilisaient le hasard un peu comme ils voulaient. Ici, disons que c'est la preuve que les dieux romains existent et qu'ils foudroient le méchant quand il y en a besoin. On peut s'en sortir en disant que si Alix est favorisé par les dieux, c'est parce qu'il est méritant, comme Papyrus. Quelle que soit l'intention de Jacques Martin, le résultat c'est que la série use et abuse de la recette Rock Falls Everyone Dies. De façon plus générale, il me paraît clair que la question de l'intrigue ne s'est pas posée dans les mêmes termes que ce qui se fait couramment aujourd'hui, car l'autre truc notable, c'est que les personnages principaux sont parfois peu utiles dans l'intrigue. Ça, je ne le mettrai pas sur le dos de la BD franco-belge. Je l'attribue plutôt au fait que ces histoires sont en réalité des documentaires à peine déguisés sur le monde antique. Et c'est mieux que le côté documentaire soit à peine déguisé parce qu'un tas de choses passeraient moins bien sinon. 2 citoyens romains qui se retrouvent en Polynésie passent encore, mais d'où les Chinois en Chine parlent latin? Ou d'où Alix parle chinois? Il est polyglotte, je te dis, c'est pour ça qu'il est devenu un agent de César. De toute façon, je pense que tout ce beau monde parle grec. On voit des précepteurs grecs à la cour de l'empereur de Chine. Oui bon, ça ce serait bien que ce soit la série qui le précise et pas toi. De toute façon, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je trouvais que la gestion des langues était toujours un peu le point faible des œuvres où plusieurs cultures se côtoient. Alix a essayé de viser le réalisme pour un tas de choses, et je pense que l'auteur des BD avait cette histoire de langue à l'esprit, mais c'est tellement expédié dans le dessin animé. Les événements s'enchaînent rapidement dans les albums aussi, mais comme j'ai dit, ça ne fait pas le même effet. Quand on enchaîne des images fixes, il est normal de pas tout voir,
Les jeux de hors-champ ont plus l'air d'un effet de style que d'une économie d'animation. Et, je vais le répéter autant de fois qu'il faut, la narration fait énormément de choses. Il y a un narrateur par moment dans la série. Une birème romaine accoste avec à son bord Alix. Seulement quand on peut vraiment pas faire autrement. On est loin des longs paragraphes qui décrivaient ce que le dessin n'était pas assez explicite pour signifier. Avec l'animation, ces descriptifs sont devenus superflus. Mais en même temps, un tas d'explications sur la complexité des enjeux de l'intrigue s'est perdu aussi. La série a retranscrit les histoires très fidèlement, mais elle a eu la volonté de simplifier à fond leur narration. Sur le moment, ça m'avait profondément perturbée. J'ai été relire les albums pour compenser ma frustration, et je comprends pourquoi. Si ces albums sont destinés à des enfants, les enfants de l'époque étaient sacrément hardcore. Ces BD donnent l'impression d'être intelligentes, et elles font pas semblant, mais ça ne tient pas uniquement au contenu très dense, il y a la mise en scène. Elle est vraiment très appréciable et je dirais même qu'elle constitue 60% de ce qui me fait apprécier les BD, mais elle n'est vraiment pas destinée à un public peu habitué. La BD s'attend à ce que son lecteur n'ait pas besoin qu'on lui donne des détails. En général, et en ce qui me concerne, elle choisit judicieusement les détails qui n'ont pas besoin d'être donnés et ceux sur lesquels il faut s'attarder. Et ça, c'est plus qu'on ne peut en dire de Cyber Six ou d'autres séries pourtant très bonnes que nous avons évoquées dans cette émission. Mais moi, j'ai une solide expérience de la fiction. Qu'on se paye le luxe de m'expliquer que le héros vient de découvrir un cadavre juste en me montrant son visage et en jouant du hors-champ, ça ne me perturbera pas. Mais d'autres spectateurs, a fortiori s'ils sont enfants, auront besoin qu'on le leur montre le cadavre, juste pour pouvoir ressentir l'horreur en même temps que le héros. Je pense que le parti pris de la série, qui est au final de remplacer la narration évocatrice par des images démonstratives, a pour but de rendre l'histoire accessible aux enfants. On note au passage le pragmatisme de la démarche. Montrer des cadavres aux enfants, ça se fait pas. Mais si c'est le seul moyen pour qu'ils comprennent et qu'ils ressentent pleinement la situation, on le fait. De ce point de vue, la série n'est clairement pas américaine. Le souci, c'est que dans la foulée, cette démarche rend aussi la série moins attrayante pour l'adulte que je suis. Sur moi qui n'ai pas lu les BD, elle fonctionne. Effectivement, la série ne fait pas très bien son boulot d'adaptation vu qu'elle ne m'a pas spécialement donné envie de lire les albums puisque connaître l'intrigue me suffit. Par contre, elle m'a donné envie de me renseigner à nouveau sur cette époque, ce qui était le but premier de la série et de la BD. Et puis bon, j'ai râlé du rythme rapide pour la forme, mais c'est pas plus insupportable que ça. J'ai regretté l'absence de narration pour une seule chose, les données archéologiques. La série n'offre qu'un bref aperçu visuel des connaissances sur l'Antiquité qu'il a fallu mobiliser pour crédibiliser l'œuvre, et on regrette de devoir aller approfondir par soi-même si on est feignant comme moi. La nervosité de la mise en scène a sinon pour principal effet que les héros paraissent démesurément intelligents. Ils appréhendent en quelques nanosecondes des situations compliquées et y font face avec une réactivité époustouflante. J'ai dit que la série avait simplifié la narration, mais ça veut pas dire qu'elle l'a adoucie. La violence reste évoquée et représentée, même davantage que dans la BD, puisqu'on ne joue plus autant des hors-champs, comme j'ai dit. Le chien de l'enlèvement de Lydas survit. Il survit aussi dans la BD. Mais je l'ai dit et je le répète, la série n'a franchement pas peur de représenter des cadavres à l'écran. Et Alix tient à ce qu'on ne l'empêche pas, sous prétexte qu'on est dans une série animée, de dire mort ou tué. Est-ce qu'il est mort? En revanche, pas question de dire explicitement qu'on va aux toilettes dans cette série. Excuse-moi un instant, illustre jeune homme, mais je crains d'avoir abusé des délices de la table de Pétrone. Sauf qu'en réalité, il ne va pas aux toilettes, il va au vomitorium. Je crois que les adaptateurs ont estimé que ça casserait le rythme d'expliquer au jeune public ce qu'est un vomitorium. Mais puisqu'on parle de cet épisode, il y a tout de même une étourderie notable dans l'adaptation. Le nommé Pétrone, c'est le cousin d'Alix, enfin, son cousin adoptif puisqu'Alix est romain d'adoption. Digression. Si on en croit la série, pour les Romains, être adopté ou non n'a aucune importance. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer d'après le titre, le fait qu'Alix soit d'origine gauloise a beaucoup moins d'impact dans l'intrigue des épisodes que le fait qu'il soit citoyen romain, patricien même. Digression finie. Dans la série animée, donc, au début de l'épisode, Pétrone est le cousin d'Alix. En cours d'épisode, il devient son oncle, puis redevient son cousin ensuite. Erreur des dialoguistes, je veux bien, mais on parle d'une série qui adapte les dialogues de la BD au mot près, même quand les animateurs n'ont pas mis en scène la configuration nécessaire pour justifier ce dialogue. Majesté, à partir de cet instant, Héraclion est comme mon frère. Je serai son glaive et son bouclier. Viens, Héraclion. Viens, Héraclion ? Il est déjà à côté de toi. S'il dit viens dans la BD, c'est parce qu'Héraclion est encore sur les marches. Les dialoguistes se sont contentés de recopier ce dialogue tel quel, mais par contre, le cousin Pétrone, ils en ont fait un oncle le temps d'une phrase. L'objectif était sans doute d'en faire l'oncle d'Alix pendant tout l'épisode, mais ça a été oublié en cours de projet et il y a juste une phrase qui a été modifiée. Il y a un autre cafouillage dans ce double épisode qui peut être expliqué de la même manière. Le double épisode raconte la vengeance d'une ancienne cité carthaginoise envers les 5 généraux romains qui l'ont détruite pendant les guerres puniques.
Le fameux cousin Pétrone était l'un de ses généraux. Plutôt que de tuer les Romains en question, les Carthaginois les empoisonnent de manière à ce qu'ils restent entièrement paralysés pour le reste de leur vie. Mais un enfant innocent étant empoisonné par accident au cours de l'opération, par Alix de surcroît ce qu'il affiche mal, Alix doit se rendre en Numidie pour chercher l'antidote. Il évoque alors le nombre de victimes à sauver. 6. Voyons voir. 5 généraux plus l'enfant, ça fait 6. Le compte est bon? Non, ça va pas. L'un des généraux romains, Gallas, est mort au lieu d'être paralysé. Donc ça fait 5. Il y a bien 2 gardes qui ont été empoisonnés aussi, mais dans ce cas ça fait 7, pas 6. On ne voit pas clairement Pétrone être empoisonné, mais les dialogues finissent par préciser qu'il l'a été. Je pense que l'objectif premier était de censurer la mort de Gallas, que finalement ça n'a pas été fait, mais que le dialogue se rapportant au nombre de victimes n'a pas été modifié. 3 doses, 6 victimes. Cela veut dire que 3 vont devoir être sacrifiés. Et les 2 gardes, ils puent? Ce sont des figurants sans nom, oui, ils puent. Ce genre de bizarrerie est quand même relativement rare, vu que, comme j'ai dit, les dialogues de la BD sont retranscrits au mot près, même quand ça correspond pas à l'image représentée. Cette fidélité de retranscription génère d'ailleurs un autre souci que celui de la correspondance à l'image. Ces dialogues sont écrits sur un ton extrêmement théâtral et emphatique, mais les acteurs s'efforcent de les jouer sur un ton naturel et pas théâtral du tout. C'est pas forcément le bon choix. Ces dialogues devraient être dits avec le même ton que les dialogues des chevaliers du Zodiaque. À la prochaine attaque, je briserai la corne du taureau et je traverserai ta maison. Sans emphase, le drame et la passion qu'ils contiennent tombent à plat. L'arme de Nubio, tu l'avais laissée sur le lit. Claudius y est piqué. Comment ai-je pu? Jamais je ne me le pardonnerai. Du coup, on a l'impression que le doublage est mauvais. Mais c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est inapproprié. On a quand même de grands noms au casting. Alix est doublé par Christophe Lemoine et Enac par Alexis Thomasian. Si ça se trouve, Héraclion sera doublé par Donald Renew. N'exagérons rien. Alix, la coutume de notre pays veut que les précepteurs soient des étrangers savants ou glorieux. Veux-tu être le mien? C'est Donald Renew. C'est Donald Renew. Et pas seulement dans le rôle d'Héraclion, dans pas mal d'autres rôles épisodiques. Que des grands noms, je te dis. À part l'absence d'emphase, qui est regrettable vu le style d'écriture du texte, l'autre truc à noter sur le doublage, c'est que les personnages parlent souvent très fort, même pour dire des secrets que des personnages à 2 pas ne sont pas censés entendre. Ça donne à penser que, grand nom ou pas, le doublage a été fait à la va-vite sans que les acteurs aient le temps d'appréhender vraiment les situations et le ton approprié pour les répliques qu'ils disaient. Tout donne à penser que cette série avait relativement peu de budget. Théorie corroborée par un certain nombre de soucis techniques, en particulier dans les couleurs. Ces 2 voiles noires là-bas, ce sont des pirates. Enfin, elles sont blanches. Elles sont bien noires dans la BD. Il y a un problème similaire dans l'épisode 24. Regarde, ce bateau noir. Ce bateau n'est absolument pas noir, ça encore c'est rien. Le souci principal, c'est la colorisation des personnages qui changent d'une image sur l'autre au sein d'un même épisode. Fait amusant, cette inconstance dans la colorisation touche exclusivement les cheveux. Un personnage aux cheveux roux devient brun, et plusieurs personnages bruns se mettent soudainement à avoir les cheveux blancs, puis récupèrent leurs cheveux noirs dans un épisode ultérieur. Mais les problèmes techniques ne s'arrêtent pas à la colorisation. Des fois, les animateurs ont l'air de s'être carrément trompés dans le design des personnages. Un bandeau qui change de côté, ça encore c'est gentillet comme erreur. Un type qui est censé être le frère d'un autre personnage et lui ressembler au point qu'on les confond, et ne lui ressemble absolument pas, passe encore. Mais là, ce type-là, c'est censé être ce type-là qu'on revoit plus tard. Le même gars apparaît dans un flashback un peu plus tard dans l'épisode, et y est aussi vieux qu'il l'est dans le présent. Est-ce que les animateurs auraient interverti le design qu'il est censé avoir dans le flashback avec celui qu'il est censé avoir dans la scène du cimetière? Et je parle pas des contre-champs qui sont sur le même décor que le champ. Bref, cette série a tout un tas de défauts dont il faut choisir de faire abstraction. Mais elle vaut la peine qu'on fasse ce choix. Déjà, les histoires sont les mêmes que celles des BD, donc elles sont intelligentes, passionnantes et nous apprennent tout un tas de trucs sur le monde antique, même si c'est essentiellement visuel et de l'ordre de l'allusion. Ensuite, les personnages sont les mêmes que ceux des BD, donc ils sont intéressants et sympathiques. Sans être un héros spécialement original, surtout pour la BD franco-belge, Alix n'en est pas moins un très bon personnage. C'est un héros. Il est intelligent, réfléchi, altruiste, pas spécialement tête brûlée, malgré ce que pourrait sous-entendre le titre Alix l'intrépide, mais il n'a pas peur d'aller au feu quand c'est nécessaire. Son expérience d'esclave lui a appris à être soucieux du sort des petites gens et de se sentir la responsabilité de venir en aide aux plus faibles. Il est fidèle en amitié, mais ça ne l'empêche pas de suivre sa conscience, ce qui fait qu'il se retrouvera tour à tour à travailler pour César et Pompée selon celui qui agit justement ce jour-là. César défendait une juste cause. À présent, il se trouve que c'est toi. Et même quand ses amis mènent des actions qu'il désapprouve, il défendra leur vie, ou du moins il essaiera. Là encore, il est typique des BD franco-belges. Plus ou moins humaniste et universaliste dans un monde qui ne l'est, en l'occurrence pas. De ce fait, il a une mentalité plutôt moderne aux yeux du lecteur des années 50 et du spectateur des années 90, plus que Michel Strogoff en tout cas, tout en étant suffisamment compréhensif envers les mœurs de son époque pour tolérer de la part de son entourage des choses qu'une personne du XXe siècle rejetterait par principe. Bon, sauf quand c'est de la part des Chinois, qui sont quand même trop hard pour lui. Dans la BD, il a un design d'enfant au début de ses aventures et grandit au fil des albums. Dans la série, lui comme Enac ont leur design d'adulte dès le départ, mais Christophe Lemoine et Alexis Thomasian
animation ayant des voix jeunes, ça compense. Quoi qu'il en soit, même si la série se déroule sur plusieurs saisons, Alix doit être relativement jeune jusqu'à la fin. Dans l'avant-dernier épisode, il reste imberbe alors qu'il passe plusieurs jours dans le désert. Enak a un caractère proche de celui d'Alix, peut-être un peu plus passif et un peu plus sensible, ce qui se justifie par le fait qu'il est plus jeune. Par contre, c'est le sidekick enfant d'un héros de BD franco-belge, donc les choses tournent rarement bien pour lui. À charge pour lui de se retrouver régulièrement en péril pour être la source de nouvelles péripéties pour Alix. Son côté demoiselle en détresse, sa jeunesse et son aspect androgyne peuvent facilement le faire passer pour plus fragile qu'il n'est. Mais il est aussi courageux et intelligent qu'Alix. La relation d'Alix et Enak a fait couler beaucoup d'encre. Très sincèrement, je trouve qu'ils sont beaucoup moins shippables que peuvent l'être Spirou et Fantasio. Leur différence d'âge, le caractère enfantin d'Enak, et la façon dont Alix fait plus souvent référence à lui comme à un enfant qu'il élève que comme autre chose, fait qu'il y a au final assez peu d'ambiguïté dans leur rapport. Vous allez me dire, dans l'Antiquité, l'un n'empêche pas forcément l'autre. Mais en dépit du contexte République romaine, on l'a dit, Alix a essentiellement la mentalité d'un Français moderne. En outre, il s'intéresse aux femmes. Il a plusieurs amorces de romance au cours des albums, et même si ce n'est pas explicitement dit, il y a lieu de penser que plusieurs de ces romances se sont concrétisées au cours de l'intrigue. Évidemment, c'est encore moins explicite dans la série que ça l'est dans les albums, mais c'est là quand même. Je vois deux explications au fait que leur romance ait plus marqué les esprits que celle de Spirou et Fantasio. D'une part, comme on a dit, le statut de demoiselle en détresse d'Enak fait que l'inquiétude qu'Alix éprouve pour lui et la terreur d'Enak qui appelle Alix à l'aide sont toujours mises en scène avec beaucoup d'emphase. D'autre part, faut bien reconnaître que les deux héros sont hyper sexualisés. L'auteur trouve tous les prétextes possibles pour les dessiner torse nu. Ça aussi, c'est moins flagrant dans la série. Quoique... Ici, Alix et Enak sauvent une femme et son enfant de la noyade, et ils enlèvent leurs vêtements, pour sécher, comme de juste. Mais la femme et le gosse, eux, ils les gardent leurs vêtements mouillés. Crois-moi, c'est encore gentil. Ce que tu ne dis pas, c'est que les femmes en général ont un destin assez tragique dans Alix, en particulier les love interest potentiels. Entre celles qui meurent, celles qui doivent se marier avec un autre, celles qui s'en sortent à la fin mais qui entre-temps ont été humiliées publiquement, obligées de se parjurer pour sauver leur fils, ou presque sacrifiées à Moloch Bal, franchement, il fait pas bon être une fille dans cette série. Évidemment, à ce stade, la bromance entre Alix et Enak est infiniment plus réconfortante et positive. Alors, il faut savoir que la moitié des personnages féminins qu'on rencontre dans les albums sont des super vilaines. Même si la série a fait le choix d'atténuer le côté super vilaine de ces personnages, en leur donnant une voix toute mignonne et en biffant leur tirade mégalomane. Autant dire qu'elles ont en général une fin à la hauteur de ce qu'a été leur vie. Quant aux innocentes, la tragédie c'est toujours vendeur. Et la tragédie ça marche toujours mieux quand elle s'abat sur le personnage tout chaud et mignon, qui se révèle assez souvent être le personnage féminin. Surtout s'il s'agit d'un love interest pour Alix. Si on veut qu'Alix soit un héros intègre et admirable, on ne peut pas lui donner une femme vivante dans chaque pore. Donc il faut tuer la love interest du jour pour laisser la place à la suivante. À moins d'en mettre une récurrente qui revient dans tous les albums. Mais il n'y a pas de love interest récurrent. Il n'y a pas grand chose de récurrent d'ailleurs. Vu qu'il s'agissait de l'adaptation d'une BD franco-belge, je m'attendais à ce que le méchant soit toujours Ulrich. En fait, pas tellement. La série réutilise assez peu ses méchants d'un épisode sur l'autre. Il faut dire que, vu comme Alix voyage, et en plein monde antique, il devient assez difficile de rendre crédible le fait que le méchant soit toujours Ulrich. Si un personnage devait jouer le rôle d'Ulrich dans cette série, ce serait lui, Arbaces. Il n'intervient que dans 4 histoires, mais c'est déjà plus que la plupart des autres ennemis d'Alix. Seul Pompée fait mieux, mais c'est plus à cause de son rôle de personnage historique. Arbaces est un comploteur sans scrupules dont l'objectif est de s'enrichir, rien de plus élaboré. Mais il a un certain génie de l'intrigue et du charme, ce qui en fait un méchant intéressant et un ennemi crédible pour Alix. Contrairement à beaucoup de méchants de bande dessinée, il ne martyrise pas ses sbires, il les motive en leur donnant accès à ses trésors. Mais ça ne veut pas dire qu'il aura des scrupules à se débarrasser de ceux dont il n'a plus besoin. En général, il meurt à la fin de l'histoire pour réapparaître indemne à l'épisode suivant. Au bout d'un moment, Jacques Martin a dû se dire que c'était pas crédible et l'a fait mourir pour de vrai. Arbaces aura eu une fin digne de sa folie. Sa sous-intrigue, qui impliquait la conquête du monde à l'aide de technologies militaires provenant des 4 coins du monde, meurt avec lui. Jacques Martin a dû avoir des remords, parce qu'à défaut de le faire ressusciter une énième fois après l'avoir laissé pour mort pendant un moment, il finit par introduire son frère jumeau qui lui ressemble en tout point. Oui, ouvrez vos chakras et concentrez-vous, il lui ressemble en tout point. Physiquement, il lui ressemble, enfin il est censé, mais en réalité, là où le but d'Arbaces était juste de s'enrichir, Adroclès, lui, est un terroriste, qui se bat pour des causes auxquelles il croit. Dans sa première apparition, du moins. Dans la deuxième, il a atteint son objectif, alors il a juste pour but de s'enrichir comme son frère avant lui. Je ne sais sincèrement pas ce que Jacques Martin voulait faire avec ce personnage. Comme sa deuxième apparition est aussi le dernier album de la série fait par Jacques Martin seul, on ne saura jamais.
Je précise que je n'ai pas lu les albums suivants. Il y a peu de réutilisation du même méchant parce qu'il y a peu de continuité d'une histoire sur l'autre. Il arrive qu'une aventure ait lieu à la suite d'une autre, il arrive également que les événements d'un épisode aient des conséquences dans un autre épisode même situé longtemps après le premier, mais la plupart du temps, l'aventure du jour sera indépendante des autres. C'est pour ça qu'il y a peu de personnages récurrents, gentils ou méchants. Oh, il y en a tout de même. Comme on a dit, Alix est au service de César, ce qui fait que César est un personnage récurrent de la série. Il n'est pas présenté comme spécialement sympathique ou antipathique, il apprécie sincèrement le caractère d'Alix, mais il n'a aucun scrupule quand il s'agit de sa course au pouvoir et de sa lutte contre Pompée. Pompée d'ailleurs est un antagoniste régulier, mais n'est pas non plus présenté comme immensément plus antipathique que César. La rivalité entre eux est mise en scène de façon à ce que le spectateur prenne parti pour César, mais pas de façon à en camper un comme le méchant et un comme la victime. C'est d'ailleurs pour ça qu'Alix se retrouve une fois à travailler pour Pompée contre César. Comme allié vraiment récurrent, il y a Galva, un autre officier de César, qui se retrouve régulièrement à accompagner Alix dans ses missions. C'est le classique géant barbu, jovial et costaud qu'on voit dans ce type d'aventure. À part sa tendance à blanchir et renoircir des cheveux, il n'y aura pas grand chose à raconter sur lui, si ce n'est qu'il apparaît de manière plus régulière que n'importe quel personnage secondaire dans cette série, ce qui mérite d'être noté. Pour finir, j'aimerais parler de l'ambiance musicale de la série. C'est une musique au synthé, composée dans le but de donner une ambiance un peu épique, sans vraiment chercher à imiter la musique antique, mais la rappelant quand même. On verrait bien ce type de musique en bande-son d'un jeu de stratégie comme Civilization. Ça rend assez bien, et le dynamisme de certains morceaux compense les faiblesses de l'animation. L'idéal, c'est de découvrir la série animée jeune et de lire les BD plus tard, quand on a l'âge. Au sujet de Jacques Martin, on lit sur Wikipédia que sa capacité à faire passer un souffle épique, sa grande maîtrise du dessin technique, notamment dans le domaine architectural, allié à son sens du respect de l'exactitude historique fondée sur la recherche documentaire approfondie, en font un des grands auteurs de la BD franco-belge. Malgré ses défauts imputables pour la plupart au Manque de moyens. la série rend justice à ces aspects de la BD. On sent qu'on n'est pas dans n'importe quel péplum. Le monde antique dépeint dans la série constitue un univers auquel on peut croire. L'action reste épique, et de ce fait, la série réussit à être captivante tout en restant éducative dans la mesure des moyens qu'elle se donne pour ça. Et pour ses qualités, la série animée Alix mérite qu'on s'en souvienne. Ça, par exemple, un plan. Et Faoud est un temple, et voilà un itinéraire pour s'y rendre. Non, j'en ai marre, je vous dis qu'ils ont rien mis dans mon cul. C'était juste un cauchemar. Enfin, Batman, ça m'a pris 1 heure pour fouiller toute la ville et trouver ta cachette. En tout cas, moi je meurs de faim. Nous aurions tort de ne pas en profiter. Dans mon village, on dit que je suis né dans un fourré de papyrus. Mais comment le sais-tu? Eh, TK, fais attention! Celui-là même qui voulait m'adopter pour se racheter a décidé de périr à son tour. Quel gâchis. Quand les gens l'ont retrouvé, il restait plus que 3 de ses doigts et un bout de chewing-gum aplati. T'es quoi au juste? T'es vacciné contre la rage? Tes années d'esclavage t'ont appris plusieurs langues orientales, Alix. C'est pourquoi je t'ai choisi pour cette mission. À toi, Junior. Allez, on n'a pas réparé d'avion depuis 2 mois. Les requins se dévorent entre eux. Ce sont sans doute Marsala et Marcus qui ont pillé la maison. C'est la nature des humains que d'avoir peur de ce qu'ils ne comprennent pas.